Bonjour, je m'appelle Benjamin Navet et je suis supporter du Paris Saint-Germain. J'ai raconté mon histoire dans 2 livres que j'ai intitulés très logiquement « Je suis supporter du Paris Saint-Germain ». Aujourd'hui, je donne la parole à ceux qui partagent la même passion que moi. Bonjour Antoine Blesson. Bonjour Benjamin. Alors Antoine, peux-tu déjà te présenter, nous dire qui tu es ? Eh bien, j'ai 42 ans, j'habite à Paris depuis toujours. Ça fait maintenant 26 ans que je suis abonné au Parc des Princes. Donc j'ai connu différentes tribunes. Et je suis aujourd'hui, en fait, pour définir aussi mon métier, mon parcours, je suis producteur de spectacles et de cinéma. Voilà, et ce depuis presque 20 ans. D'accord. Alors, tu es parisien, tu viens de nous le dire. Comment tu es venu au Paris Saint-Germain ou comment le Paris Saint-Germain est venu à toi ? Eh bien, peut-être tout simplement parce que je suis parisien, que la première fois que je suis allé dans un stade de foot, c'était au Parc des Princes. Je peux pas dire que dans mon entourage familial, il y avait une passion pour ce club à proprement parler. Une passion pour le foot, oui, mais une passion pour le club du Paris Saint-Germain, pas forcément. Et puis, en fait, au milieu des années 90, quand j'ai commencé à véritablement suivre le football au début des années 90, bien, le Paris Saint-Germain connaissait à l'époque une belle époque. C'était une belle ère du Paris Saint-Germain avec 5 demi-finales de Coupe d'Europe successives, la victoire en Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe en 96, etc., etc. Et je crois que ça m'a sensibilisé. Et puis, alors, au même moment, il y avait aussi Marseille qui marchait très bien. Mais voilà, je suis parisien. Je me suis dit que c'était simplement plus simple de me rallier à ce club-là, de le suivre. Je crois qu'il y a des joueurs aussi qui m'ont marqué à l'époque. Et voilà, ça faisait sens pour moi. Tu te rappelles de ton premier match au Parc des Princes ? Bien sûr. C'était en novembre 1995. Et mon père, je me souviens, était venu dans notre chambre, mon frère et moi, parce qu'on partageait la même chambre à l'époque. Et c'était un vendredi soir, je crois, de mémoire. Et tout d'un coup, il a sorti de sa poche les billets, parce qu'à l'époque, c'était en papier. Et il m'a dit, ce soir, on va au Parc des Princes. Et c'était PSG Bordeaux. Et c'était pas n'importe quel PSG Bordeaux, parce que d'une part, du côté du PSG, c'était l'année où on a gagné la Coupe d'Europe. Il y avait quand même Rai, Djorkaeff, une belle équipe. Et puis Lama, etc. Et puis de l'autre côté, à Bordeaux, il y avait Zidane, il y avait Vichgue, il y avait Lizarazu, Dugarry, ouais, voilà. Il y avait quand même une belle équipe qui était arrivée en finale de Coupe de l'UEFA également cette année-là contre le Bayern, notamment après avoir éliminé le Milan AC en quart de finale. Le grand Milan AC quand même. Et donc c'était incroyable. Je me souviens très bien de ce match. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi un des moments des moments fondateurs en fait pour moi de mon supportariat pour le Paris Saint-Germain, quoi. Du fait que j'ai décidé ensuite je sais pas si on le décide véritablement consciemment, mais en tout cas de suivre ce club en particulier, parce qu'on pourra en reparler plus tard si tu veux, mais j'ai des souvenirs extrêmement précis de ce premier match, mais je pense comme beaucoup de gens, parce que c'est quand tu arrives dans un stade qui fait presque 50 000 spectateurs, enfin un peu plus de 45 000 en l'occurrence, et qui est aussi animé, ou qu'il l'était aussi, en tout cas pour parler même au passé par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, forcément ça marque. D'autant plus que je me souviens, le match, Patrice Loco avait marqué très vite, toute première minute du match. Et je me souviens très bien, j'étais en tribune présidentielle, parce que je me rappelle de Boulogne sur ma droite, et à l'époque, en tribune Boulogne, en tribune basse, les gars avaient l'habitude de partir en courant dès qu'il y avait un but pour aller s'agglutiner contre le grillage. Et je me rappelle de ça m'avait marqué, parce que en fait, pour la petite histoire, moi j'avais pas la télé quand j'étais gamin, donc le football je le vivais beaucoup à travers la radio, à travers mon poste de radio que j'ai toujours d'ailleurs, mon petit poste de radio blanc. Je me cachais sous l'oreiller, j'écoutais les matchs en cachette, sans que mon frère en dessous ou mes parents dans la chambre d'à côté ne m'entendent. Donc je soutenais comme ça le football, je suivais le football comme ça, dans la transpiration, là, sous l'oreiller, etc. Je me souviens, c'était très fort. J'ai des souvenirs très très forts comme ça. Mais j'avais pas cette connaissance visuelle de ce que pouvait être le football. En plus, à l'époque, évidemment, il n'y avait pas le streaming, Internet, j'en passais des meilleurs. C'était vraiment Canal+, qui te permettait de suivre la Division 1 à l'époque. Et j'avais encore moins Canal, évidemment. Donc j'ai été extrêmement surpris visuellement, en fait, quand je suis arrivé. Je me rappelle également de la pelouse verte, il y avait ce vert comme ça qui était flash, qui était vraiment très fort, très, très vif, du fait des projecteurs autour. Et
Et l'ambiance, évidemment, qui à l'époque était incroyable, entre Auteuil d'un côté et Boulogne de l'autre, qui se répondaient, qui mettaient une ambiance de feu. Et c'était un beau match, on avait gagné 3-0. Et donc là, c'était une découverte visuelle et sonore des tribunes. C'était une découverte sensible, en fait. C'est-à-dire, je me rappelle du match, je me rappelle de faits de jeu, etc., très clairement. Je me rappelle aussi de l'ambiance après-match, parce que c'était parti en cacahuète dans le métro. D'accord. On avait dû descendre du métro avec mon père, on avait plus vers Alma Marceau, etc., sur la ligne 9, parce que il y avait quelques échauffourées, on va dire, dans le métro. Et les CRS étaient arrivés, donc mon père, en homme responsable de ses enfants, nous avait décrété qu'il était peut-être préférable qu'on sorte du métro à ce moment-là, même de la station de métro en l'occurrence. Mais non, c'était vraiment une découverte sensible, ouais. C'était une découverte sonore, visuelle, presque même, et aussi sociale, parce qu'un stade de foot, on est tous, je crois qu'on est tous, où que l'on soit, qui que l'on soit, ou d'où l'on vienne, en fait, on est tous enfermés dans une forme de cercle, on peut faire de la sociologie de bas étage, mais on côtoie des gens qui nous ressemblent de manière générale. Et dans un stade de foot, qu'on le veuille ou non, et j'ai envie de te dire, même presque quel que soit le prix de la place, en fait, tu arrives à retrouver comme une diversité sociologique que tu ne retrouves pas forcément dans ton cercle professionnel, dans ton cercle amical et dans ton cercle familial, bien sûr. Et ça aussi, ça m'avait aussi marqué. Ça m'a sans doute marqué plus après, quand j'étais à Auteuil notamment. Alors justement, raconte-nous, après ce match-là, tu reviens rapidement, et dans quelle tribune? Alors, après, ce premier match en 95, novembre 95, 3-0, PSG Bordeaux. Et puis ensuite, en fait, en 98, année de la Coupe du Monde, dans mon lycée, parce que j'étais au lycée à l'époque, je trouvais que j'étais en seconde, il y a un concours qu'organise, je crois que c'est une société qui s'appelait la Générale de Restauration, qui s'occupait de la cantine. Et ils mettent en jeu le premier prix, un abonnement au Parc des Princes. Et je me souviens, donc moi je dis pas de problème, moi je vais faire ce jeu. Il y avait d'abord un premier tour qui consistait à répondre à 10 questions. Et il fallait répondre évidemment juste au maximum des questions. Et j'avais répondu à toutes juste. Je me rappelle de quelques questions d'ailleurs. Comment s'appelait le joueur par exemple qu'on surnommait le sanglier des Ardennes. C'était Roger March qui était décédé peu de temps auparavant, qui avait marqué le football d'avant-guerre, je crois même, ou peut-être d'après-guerre avec Juste Fontaine, je sais plus exactement, j'avoue. Et puis il y avait aussi quel était le surnom de Batistuta, Batigol, enfin des trucs comme ça. Et j'avais répondu à toutes les questions. C'était pas des questions que sur le PSG, donc. Non, c'était des questions sur le football de manière générale. Et puis et après le deuxième tour, donc là on avait une shortlist, on va dire, enfin il y avait déjà un premier écrémage, on va dire. Et ils nous avaient convoqués dans une salle de classe. Ils nous avaient demandé de rédiger un texte sur le match du PSG qui nous avait le plus marqué ou rêvé. Donc c'était ouvert, soit l'imaginaire, soit la fiction, soit la réalité, quoi. Et moi j'avais raconté un match qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'était le match retour PSG, j'étais à Bucarest, où je sais pas si tu te rappelles, mais au match aller, voilà, il y a le 3-0 sur tapis vert parce qu'ils avaient aligné Laurent Fournier qui aurait dû être suspendu, et donc on doit gagner minimum 4-0 au match retour, avec en plus à l'époque la règle du but à l'extérieur. Et on se rappelle 4-0 à la mi-temps, 5-0 au final, etc. Un match extraordinaire, je crois que c'était toute fin août et début septembre. Le dernier match de Leonardo avec le PSG, de mémoire. Tout à fait. Qui fait un match extraordinaire. Et d'ailleurs, il y a Denisot à la fin qui dit « Mais rassurez-vous, il reste au parc. » Et puis quelques jours après, il signe Milan AC. Parce qu'il a dit ça, Denisot, peut-être parce qu'il fallait encore qu'il y ait quelques abonnés ou quelques places de vendus au parc. Donc il n'allait pas dire que son meilleur joueur partait. Enfin, il y avait aussi Rail, ceci étant dit. Mais bon, bref. Et donc j'avais raconté, moi, ce match-là. Et j'avais raconté en particulier, je crois, de mémoire, le 4e but qui avait été marqué par Florent Maurice avec une remontée de balle extraordinaire de Paul Le Guen qui avait transmis, je sais plus, la balle avait, je me rappelle, le Paul Le Guen qui récupère le ballon au niveau du poteau de corner côté gauche de la défense parisienne, et le ballon qui est transmis, je pense que c'est Reich ou Leonardo qui doit faire, je crois que c'est Leonardo qui fait la passe décisive pour Maurice, qui part en contre et qui marque d'un plat du pied dans les buts roumains. Avec Thierry Roland qui dit vas-y mon petit bonhomme. C'est ça, exactement. Vas-y mon petit bonhomme. Et donc j'avais raconté ce but-là et ce match-là en particulier, et j'avais remporté le premier prix avec l'abonnement. Et donc après, je m'étais retrouvé dans les tribunes à 16 ans, donc seul. C'était dans quelle tribune Tribune A. Tribune A. Ouais, quart de virage à côté de Boulogne. Exactement, à gauche de Boulogne. Et donc je me retrouve là avec un autre camarade du lycée qui avait aussi remporté. Il y avait 2 abonnements, je crois, ou un truc comme ça. Donc on avait remporté les abonnements.
Et le premier match, je crois que c'était un match de Coupe d'Europe contre l'Hapoel Haïfa, ou Maccabi Haïfa, je ne sais plus, qu'on perd, je crois. Et ça part en cacahuète après. Il y a mon père qui était venu nous chercher à la sortie du match. Et ça partait en cacahuète. Il y avait les CRS qui chargeaient sur la place de la Porte de Saint-Cloud, etc. Mon père qui m'a dit, mais alors, tu vas plus jamais revenir. Et donc, bon, bref. Et puis, évidemment, je suis revenu. J'ai pas loupé un match de la saison. Et ça, donc, ça c'était entre 98 et 2000. Et après, en 2000, je m'abonne à Auteuil. Et là, je m'abonne à Auteuil bleu, donc en haut. Et là, je découvre une autre manière de concevoir un match, de vivre un match, où on est debout pendant tout le temps du match, où on chante, où on ne s'assoit pas forcément à la place qui nous est désignée sur l'abonnement, où ça sent le chichon à plein nez pendant tout le match, et etc. etc. Et ça jusqu'en 2010. On y reviendra. Jusqu'au plan Le Prou, évidemment, qui nous amène à ce fameux PSG Montpellier, où on quitte le stade à 3h du mat, Manu Militari. On y reviendra. Et donc là, tu passes le cap finalement, tu vas à Auteuil, tu as 18 ans. Ouais. Et là, tu es tout seul avec des amis. Non, je suis tout seul en fait. Je crois que de mémoire, j'ai pas. Peut-être qu'il y a eu ce camarade, Marc, qui était venu avec moi à Auteuil, parce que la tribune A, c'est super. Mais c'est calme. Mais c'est relativement calme, on va dire ça comme ça. Et puis on voit bien qu'à Auteuil, il se passait des choses sympathiques qui nous plaisaient. Voilà, et puis pour ne rien te cacher, moi je me sentais plus proche, je crois, des valeurs portées par Auteuil que de celles portées par Boulogne, qui était pourtant juste à côté de nous. Mais il y avait un truc que je sentais pas en termes de rapport à l'autre. Bon, bref, on pourra revenir dessus, mais je pense que tu as compris. Donc je suis parti à Auteuil. Il y avait encore la possibilité de pouvoir s'abonner. C'était pas une tribune pleine comme aujourd'hui, avec des listes d'attente à rallonge. Et puis c'était pas cher. Enfin, c'était relativement pas cher. C'était quand même, je me souviens très bien par contre, à cette époque-là, c'était quand même mon premier budget de l'année, le PSG. C'était mon premier budget de l'année. Je crois de mémoire que les premiers abonnements que j'ai souscrits à Auteuil, je crois que c'était 180 €. Un truc comme ça à l'année. Ça a un petit peu augmenté. Ouais, un petit peu augmenté, je crois. Mais en tout cas, ouais, c'était particulièrement pas cher, on va dire, relativement par rapport à aujourd'hui, mais par rapport aux moyens que j'avais à l'époque. Je me souviens quand je bossais l'été, c'était mon premier poste budgétaire, quoi. Parce qu'après, il y avait l'abonnement, puis il y avait les à côté, surtout quand tu commences à faire des déplacements, que tu achètes un maillot, ou tu achètes des trucs. Bon, voilà, c'était un petit budget, quoi. Et là, tu te places où? Enfin, vous vous placez où, du coup, à Auteuil? Au-dessus des Lutèce. D'accord. Au-dessus du Lutèce Falco. Moi, j'ai jamais été encarté dans une assoce de supporters. Je pense que c'est une question de personnalité, parce que je suis toujours un peu indépendant. Voilà, j'ai pas. Et puis, si je m'encarte, j'ai envie de pouvoir assumer à 100% ce que ceux ou celles qui représentent l'association en question portent, quoi, et font. Mais pour autant, j'ai pas de grief particulier à l'encontre de Lutèce Falco. Je trouvais que l'ambiance était plutôt sympathique, bon enfant. Non, je me suis senti pendant mes 10 années à Auteuil, en vérité, j'ai toujours été là, à peu de choses près. Donc voilà. Tu nous as dit il y avait certains supporters avec certains profils à Boulogne, d'autres que tu préférais éventuellement à Auteuil au niveau mentalité. C'est quoi pour toi un supporter? Un supporter, après elle est diverse. Elle est diverse la définition d'un supporter. T'as les ultras, t'as les hooligans, t'as les supporters du dimanche, si je peux dire les choses ainsi. T'as des gens qui vont voir les matchs que quand il y a une compétition internationale, etc. J'ai pas forcément de jugement à porter sur les uns ou sur les autres, si ce n'est le fait qu'évidemment, dès lors qu'on parle de racisme ou de violence gratuite, je désapprouve complètement, mais ma définition du supporter, mais elle rejoint aussi ma définition, une définition que j'ai en général dans la vie, quoi. C'est la question de l'engagement. C'est-à-dire que quand tu es supporter, tu décides de supporter un club, et ben tu le supportes quand ça se passe bien ou quand ça se passe mal, en fait. T'attends pas que ça se passe bien pour le supporter. Et pendant notamment les années à Auteuil, ça n'a pas toujours été rose, comme tu sais, notamment en 2007-2008, où on a frôlé la relégation. Donc c'était pour moi une souffrance. Je peux pas dire autrement les choses, ça peut paraître un peu idiot dit comme ça, mais je peux t'assurer que vraiment les semaines, je les vivais très mal quand le résultat du week-end précédent n'avait pas été à la hauteur des espérances, et quand on voyait le classement, surtout, et les perspectives sombres qui pouvaient s'annoncer à nous, j'étais vraiment pas bien. Mais je sais par contre que si on avait été relégué en Ligue 2,
en Division 2, je sais plus comment on l'appelait à l'époque, Ligue Division 2. ou Ouais. Division 2. Peut-être qu'on était déjà en Ligue 2. Ouais, je sais plus, ouais. Je pense que je me serais réabonné, en fait. La question ne serait pas posée. Mais ouais, c'est ça. Pour moi, c'est la question de l'engagement. Après, voilà, c'est la question de l'engagement. C'est suivre un club. C'est aussi aimer le football. Aimer vraiment le jeu, en fait. Moi, ce que j'aime avant tout dans le football, que ce soit au Parc des Princes ou au Bois de Vincennes, par exemple, c'est de voir un ballon rouler. Tu vois, c'est ça que j'aime vraiment par-dessus tout. Après, Ouais. bien sûr qu'il y a des matchs que tu kiffes plus que d'autres, tu as des qualités de joueurs que tu ne retrouves pas dans tous les clubs, etc. Donc c'est évident. Mais j'aime ce moment voilà, qui nous permet de nous retrouver autour d'un jeu qui se veut aussi ludique que possible, qui brasse encore même des sociologies assez diverses. C'est ça que j'aime en particulier. Alors bien sûr, un stade de foot, il est surtout masculin, hein, on va pas se mentir. À Auteuil, il y avait peu de femmes. Je crois de mémoire qu'il y avait un comptage à un moment donné, ils étaient peut-être 50 sur 5000, quoi. Donc c'était 6000 même. 6000, ouais, t'as raison. Donc c'est ridicule, évidemment, et ça raconte quelque chose. Mais bon, il y avait quand même, j'ai rencontré dans cette tribune-là tu vois, je me rappelle, dans la tribune, il y avait des gars que j'aurais jamais rencontrés en dehors du stade, en dehors du foot. Il y en avait un, je me rappelle, qui conduisait des bus, un autre qui était étudiant dans une belle école d'ingénieurs, d'autres qui étaient les fils d'un directeur financier d'une super multinationale française. Il y en avait un autre qui était thésard dans une université, un autre qui était technicien reprographe dans un ministère. Voilà, enfin, c'était des parcours très différents, et on avait tous des blazes, ce qui fait qu'en fait, ces gens-là, je crois que j'ai jamais connu vraiment leur prénom. Voilà, et ça m'est arrivé parfois d'en croiser dans la rue, dans Paris, par hasard, et de saluer... mais je pense qu'en temps normal, en fait, on se serait jamais salué parce qu'on aurait pu se dire l'un comme l'autre qu'on n'avait rien à se dire. Mais là, on avait à se dire quelque chose qui était au moins des souvenirs communs, puis sans doute même une passion commune. Parce qu'il faut parler de passion, en fait. Donc, Justement, le football, le Paris Saint-Germain, mais le football en général, ce sont des émotions uniques, particulières que tu ne retrouves pas ailleurs. ah oui, oui. Mais encore aujourd'hui, moi je pensais qu'avec l'âge je m'assagirais, mais en fait c'est de pire en pire, je sais pas pourquoi. Mais pourtant, quand on raisonne ne serait-ce que 2 secondes, enfin moi je dis souvent, mais putain, pourquoi j'aime pas le badminton en fait, ou le ping-pong, pourquoi c'est le football qui m'émeut, moi quand le PSG perd, mais avec une défaite de surcroît qui est lourde, ou qui est humiliante, ou qui n'est pas forcément toujours méritée, etc. Ma nuit d'après, elle n'est pas forcément très sereine. Moi, je me souviens, la fameuse défaite au New Camp 6-1, j'ai pas dormi de la nuit. Mais j'ai vraiment pas dormi de la nuit. J'avais un rendez-vous le lendemain matin à 8h30, j'avais la tête dans le coltard, je n'ai pas pu dormir. Et j'avais la tête dans le coltard, mais j'avais tellement la haine, j'étais tellement triste, tellement désespéré que pour autant, j'ai pas vraiment ressenti la fatigue parce que j'avais encore ce truc-là qui... Et Attention. je te jure, et quand j'en parle, je t'en parle à toi, mais je pense que tu comprends, mais les gens, parfois, ils comprennent pas, quoi. Ils comprennent pas. Alors, parfois, t'en viens même à te poser la question, tu dis, mais c'est quoi? Parce que ma vie est vide, et donc j'ai besoin de la remplir avec un truc. Je pense pas pour autant que ma vie soit vide, loin de là, au contraire. Ma vie, je la trouve... Enfin, moi, elle m'intéresse, enfin, elle me passionne, ma vie, tu vois, j'ai pas l'impression de manquer de quelque chose. Je fais un métier que j'aime beaucoup, j'ai une famille, j'ai plein de sujets... qui pourrait me permettre de me rattraper aux branches et me dire que le football finalement n'est qu'un loisir, en tout cas un passe-temps, quelques heures par semaine, tu vois. Mais non, C'est plutôt un défouloir finalement. Un défouloir, faut voir comment tu peux l'entendre. Ou un exutoire, mais Te permettre peut-être au stade de faire des choses ou de dire des choses que tu ne fais pas dans la vie. Alors ça c'est sûr, mais toujours dans les règles de l'art. Mais à un moment donné, à partir du moment où tu penses que quand tu es dans un stade, tu es entouré de gens qui partagent quelque chose avec toi, qui est de l'ordre de la passion, mais qui est aussi de l'ordre on va dire, des us et coutumes, des mœurs, etc. Bon, bah, en effet, là, tu peux te laisser aller quand il y a un but, quand il y a une action litigieuse ou une occasion de but franche, etc. Tu peux te laisser aller à un cri, à une exclamation. Les insultes, bon, pas forcément, mais
mais en tout cas, oui, quelque chose de cet ordre-là. Que envers tes propres joueurs, les insultes. Exactement. Quand ils ratent une action. Exactement. Mais c'est même pas une insulte, c'est plutôt des jurons. Tu vois, c'est pas... C'est affectif. C'est que de l'affection. C'est quand on aime les gens, parfois on est... La limite entre l'amour et la haine est ténue. Non, je plaisante, mais... Alors non, justement, la limite entre l'amour et la haine, quelle est la définition du Paris Saint-Germain pour toi? C'est le club de mon enfance. C'est le club que je supporte, tout simplement. On pourrait dire qu'il y a des définitions différentes en fonction des époques. Parce que le PSG de l'époque Borelli est différent de celui de l'époque Canal, qui est différent de celui de l'époque Colonie, qui est différent de celui de l'époque QSI, donc celui actuel. Mais en vérité, moi, je m'attache pas trop à qui possède le club, bon, sauf si ça devient problématique, mais pour des raisons X ou Y. Mais pour moi, c'est le club de mon enfance, c'est le club que je supporte. Voilà. Et si un jour je dois déménager de Paris, je continuerai à le supporter. C'est le club de Paris, ça représente la ville, toi qui es parisien, qui habite à Paris? Ouais, ça représente la ville, même si sur le blason du club, à la base, il n'y avait pas que Paris, hein, il y avait aussi Saint-Germain-en-Laye, il y avait quand même le landau du roi sous la tour Eiffel qu'ils ont enlevé, que QSI a enlevé. Ils ont gardé la fleur de lys. Ils ont gardé la fleur de lys, ouais, mais ils ont voulu surtout mettre en avant une marque, et la marque Paris. Donc, au détriment du nom originel du club, qui est Paris Saint-Germain Football Club. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que depuis qu'ils sont propriétaires du club, je le dis sans aucune animosité, j'ai jamais rien acheté en termes de goodies, comme on dit, du club. Un truc qui avec le blason remanié depuis. J'aime bien aussi me rappeler du maillot qui était avec Opel ou avec Tourtel ou avec RTL, etc., où il y avait ce blason. Voilà, parce que je pense qu'il faut avoir la mémoire aussi de ce qui se passait avant. Il faut se souvenir aussi de l'histoire de ce club qui est jeune à l'échelle de ce qu'est le football, et surtout comparativement à d'autres clubs qui ont 100 ans de plus même, quand on voit le club en Angleterre ou même le HAC au Havre, etc. Mais, donc c'est un club qui a maintenant presque 60 ans, enfin bientôt 60 ans, enfin 54 ans en l'occurrence. Mais voilà, mais voilà, en tout cas, moi, c'est le club de mon enfance, c'est le club que je continuerai à supporter, pour lequel j'ai une affection toute particulière. Mon vœu le plus cher, mais vraiment, chaque année, c'est ce que je me dis, c'est que j'espère qu'ils gagneront la Ligue des Champions avant que je ne sois plus de ce monde, comme on dit. J'aurai le sentiment que ma vie n'aura pas totalement été, aboutie s'il n'y a pas ce titre-là. On verra, et je pense qu'il ne faut peut-être pas trop y penser, comme disent certains, et laisser les choses venir. Mais voilà, je peux pas dire autrement les choses. Alors, quelle est justement ta vision, alors tu en as un petit peu parlé, mais de l'évolution du club et de ce qu'il est aujourd'hui, si par exemple il devait être amené à quitter Paris, est-ce que ce serait toujours le Paris Saint-Germain pour toi ou pas? À partir du moment où moi j'ai une petite heure de trajet pour aller au Parc des Princes, je traverse Paris. Si demain il doit être à Montigny-le-Bretonneux, comme on a entendu dans la presse, c'est-à-dire à 50 ans d'Yvelines, c'est-à-dire en fait tout à coup à 1h20, 1h30 de trajet, très franchement, déjà pour des raisons purement pratiques, je ne sais pas si je pourrais continuer à y aller aussi souvent que maintenant. Après, au-delà de ça, il y a la question du stade, de ce que le stade représente dans l'histoire du club. Alors je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs aujourd'hui à travers le monde, notamment en Angleterre par exemple, qui détruisent leur stade historique pour en bâtir de nouveaux. Et ça, pas pour des raisons sécuritaires, pour des raisons purement financières. Donc moi je le déplore évidemment, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui peut nous rendre de plus en plus distants vis-à-vis de ce qui est devenu le football aujourd'hui. C'est pour ça que moi je me rattache vraiment à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que moi ce qui m'émeut le plus en vérité, c'est de voir un ballon rouler. Maintenant après, si on est en Ligue 1, en Ligue 2, en régional ou autre, bon évidemment les enjeux sont pas les mêmes, l'ambiance ne serait pas la même, mais je sais que moi par exemple au Bois de Vincennes, quand je passe dans le Bois de Vincennes qui est juste à côté de chez moi, parfois je me surprends à regarder des adultes, des gamins jouer, et ça me plaît en fait, ça m'intéresse, ouais, bref. Mais le stade, tu évoquais cette question-là, elle
elle est hyper importante. Parce que tu as aussi les souvenirs de ces matchs qui se sont déroulés dans cette enceinte emblématique du Parc des Princes, qui est quand même un stade qui est reconnu à travers le monde entier, en fait, qui est vraiment référencé dans le monde entier. C'est un peu comme toi, si tu disais Liverpool demain va jouer dans un autre stade qu'Anfield. Qu'est-ce que ça raconte de Liverpool? Ou tu vois, ou même le Milan AC en dehors de San Siro. Bon, bah, il est question que San Siro, justement, s'arrête. Anfield, je pense qu'il en sera question un jour. Il y avait eu des projets. Ouais, bien sûr. Mais à un moment donné, c'est à nous aussi, c'est pas uniquement la ville de Paris d'ailleurs de réagir par rapport à ça, c'est à nous aussi les supporters. C'est fait, ça se fait assez timidement je trouve de mon point de vue parce qu'on sent bien aujourd'hui qu'il y a des supporters, notamment à Auteuil, qui sont pris un peu entre le marteau et l'enclume, où tout d'un coup on a le sentiment qu'ils ont une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, à savoir que si demain ils éprouvent une contradiction vive à l'égard du PSG, ils risquent de plus être autorisés entre guillemets à revenir au parc. Donc on les sent assez timides, je trouve, trop timides de mon point de vue sur ces types de revendications. Mais à un moment donné, si les supporters, par exemple, tout d'un coup, tu as 10 000, 15 000, 20 000 personnes qui se réunissent devant le Parc des Princes pour leur dire voilà, c'est dans ce stade-là qu'on a envie de continuer à suivre le club, que vous fassiez des travaux de rénovation avec l'accord de la ville de Paris pour pouvoir éventuellement l'agrandir, le remodeler, gagner des loges, parce que vous savez, on sait que c'est ça qui vous rapporte de la thune, et puis passer de 45 à 60 000 spectateurs, et que pendant 2 ans, on mange notre pain noir, entre guillemets, et qu'on aille voir le club, ce stade, enfin, dans un autre stade, qui pourrait être le Stade de France, ou... non, pas Charletti, évidemment, mais voilà, bon, bah, pourquoi pas, mais on sait que c'est un temps limité, et que, voilà, il y a une projection qui est claire, qui est donnée, et qui est donnée pour le Parc des Princes. Mais aujourd'hui, bon, il y a un rapport de force entre la ville de Paris et le PSG. Je pense qu'il y a des postures aussi qui sont prises de part et d'autre, pour des raisons XY, qui ont lien tant avec la politique qu'avec l'orgueil ou évidemment des questions financières. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tu posais la question de l'évolution de ce club et comment il a évolué. Bah, c'est un peu l'image du football aujourd'hui, en fait. Le PSG, il évolue au même titre que le football aujourd'hui. De surcroît, parce que c'est le club d'une capitale européenne et qu'il est détenu par un actionnaire qui est hyper puissant, en tout cas hyper riche financièrement, et qui a contribué, faut le reconnaître d'une certaine manière, à son développement sur ces 13 dernières années. Il y a qu'à voir, je suis pas allé, mais le centre d'entraînement de Poissy, etc. Enfin, on est quand même sur du nec plus ultra. Donc voilà, j'ai envie de te dire, le PSG, il évolue à l'image de ce qu'est le football aujourd'hui. C'est-à-dire que le football aujourd'hui, c'est un produit qui doit être aseptisé. Moi, il y a une chose, par exemple, qui m'a beaucoup marqué et que j'interroge, par exemple, c'est ô combien on demande aux joueurs, par exemple, de ne jamais exprimer le moindre point de vue, notamment après pour célébrer quand ils célèbrent un but. C'est-à-dire que si avant, on se rappelle tous, ils montraient parfois sous leur maillot un t-shirt avec la photo de leur enfant, mais parfois aussi des phrases... connotation plus politique, voire religieuse. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer, évidemment, mais tu vois, en fait, le fait maintenant qu'on leur donne de manière systématique un carton jaune, etc., c'est parce qu'on a envie, de manière générale, mais aussi le fait de vouloir mettre sous coupe comme ça les supporters, et leur demander de se taire et de ne pas faire tel ou tel banderole et tout, de vérifier quel banderole ils vont mettre en place dans le stade, bah, c'est au mieux, on pourrait dire, c'est une forme d'aseptisation du football. Au pire, c'est renier aussi des libertés individuelles. La liberté d'expression. Voilà, donc la liberté d'expression en particulier. Mais même aussi à la liberté de déplacement. Si tu veux, quand tu vois bien, aujourd'hui, ça n'intéresse pas grand monde dans la population. Et c'est dommage parce que quand on s'appesantit un tout petit peu sur ce sujet, par exemple, de savoir comment des préfectures ont pu agir pour stigmatiser, déjà dans un premier temps, les supporters parisiens. On ne se ressemble pas tous. On n'a pas tous le même rapport à la vie, au football, à l'autre, et comment à un moment donné, juste parce que sous la foi d'une plaque d'immatriculation ou d'une couleur arborée, je parle même pas d'un maillot, d'une couleur arborée sur un vêtement un jour de match, tu ne pouvais pas approcher du stade, tu ne pouvais pas rentrer dans telle ou telle ville, etc. etc. C'est incroyable quand même. Ça a été fait, on l'a laissé faire parce que je pense que c'est pas la priorité des gens, de manière générale, que ça résonne moins à l'esprit de beaucoup par rapport à d'autres problématiques sociétales, et parce qu'aussi à travers certains médias il y a une stigmatisation des supporters qui tendent à nous caricaturer comme étant des animaux écervelés
juste abreuvé de bière et de violence et assoiffé de violence. Bon voilà, c'est évidemment, c'est très différent de la réalité. Il y a ça, mais c'est une minorité coupable, même je pourrais dire, qui nuit à l'image du football et qui a pu récupérer, qui a pu instrumentaliser certains politiques et certains médias de telle sorte ensuite derrière à nuire en vérité aux supportariats. Enfin en tout cas moi ce que j'appelle vraiment être supporter, et je parle pas d'hooliganisme, je parle même pas forcément d'être ultra en fait. Mais voilà, donc tout ça pour dire que le PSG est complètement dans cette mouvance-là. Il y a pas on n'interroge pas le système, on le suit complètement. On est sur un produit. Alors on est sur du soft power certes parce qu'il y a le Qatar derrière et que ça bénéficie évidemment aux intérêts diplomatiques, économiques, globaux d'un pays comme le Qatar. Mais après derrière il y a aussi tout à fait, le développement de ce qu'on pourrait appeler communément un produit. Et tout à l'heure on parlait du blason qui a été modifié pour mettre en exergue d'autant plus la ville de Paris, enfin le mot Paris en vérité, au détriment de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain en l'occurrence que en effet on a le droit de ne pas connaître quand on est allemand, italien, péruvien ou américain, mais ou coréen, ou peu importe, ou coréen, ou brésilien même, mais qui fait partie néanmoins quand même de l'ADN de ce club. C'est un peu, je sais pas moi, c'est comme si t'enlevais au Bayern de Munich le Bayern, tu vois, mais qui renvoie à Bavière. Mais bref, les gens savent peut-être pas forcément et en vérité on s'en fout, mais c'est juste que c'est comme ça que ce club s'appelle. Donc voilà, bref. Ce basculement dont tu parles, il a aussi eu lieu notamment au Parc des Princes en 2010. Toi, tu étais donc abonné au Virage Auteuil depuis 10 ans, tu nous l'as dit. Comment tu as vécu cette période et surtout comment tu as vécu le plan Le Prou qui est arrivé donc après le fameux PSG Marseille et le décès de Yann Laurence? Une incroyable injustice et une incroyable lâcheté. Et une incroyable culpabilité de la part des pouvoirs publics qui ont laissé faire. Et moi, je veux pas être diffamant, mais à un moment donné, on a quand même le droit de s'interroger sur... Alors qu'on savait que depuis des mois, il y avait des bagarres, on peut dire, enfin une vraie tension entre le Virage Auteuil et le COP de Boulogne, entre certains supporters du Virage Auteuil et certains supporters du COP de Boulogne, pour des raisons de territoire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu... Voilà, je pense qu'il y avait... historiquement, on sait que c'est Boulogne d'abord qui était investi par des supporters réguliers, ambiançants, si je peux dire les choses ainsi, et ensuite le Virage Auteuil qui s'est également dynamisé, et qu'à un moment donné, il y avait une dynamique à Auteuil qui n'y avait plus forcément à Boulogne, et que peut-être certains à Boulogne ont tenté ils ont voulu rappeler aussi qui étaient les patrons, entre guillemets, dans le stade. Et puis il y avait aussi une vision, je pense aussi idéologique. Il y avait d'un côté une tribune qui était pas forcément à 100% d'extrême droite, je ne veux pas stigmatiser à mon tour, mais gangrénée néanmoins par l'extrême droite, et j'en ai été témoin. Et de l'autre côté, Virage Auteuil, où il y avait une plus grande diversité sociale, où il y avait d'autres idées politiques, pas forcément une politisation à proprement parler, mais en tout cas une autre vision de la société. Et à un moment donné, forcément, c'était deux mondes qui s'observaient de part et d'autre du stade, enfin du terrain, pendant les matchs, mais qui par contre cohabitaient réellement dans la même tribune en déplacement. Et c'est là où c'est parti en cacahuète. On se rappelle du match à Auxerre, je crois que c'était en 2003, un truc comme ça. Il y en a eu plusieurs. Oui, il y en a eu plusieurs, mais c'est un peu le match qui a déclenché derrière ensuite les frictions qui ont continué. Et tout ça pour dire que pour revenir sur le plan Le Prou, depuis plusieurs années, il y avait donc ces tensions. On savait qu'il y avait un vrai risque que ça dégénère. Et ce jour de PSG Marseille, 28 février, je crois, 2010, de mémoire, il y a quand même des mecs de Boulogne qui ont eu le temps de sortir de la tribune et de faire tout le tour du terrain. Un soir de match où on sait qu'il y a des forces de sécurité en nombre. Et ils ne sont pas déplacés à 10, ils sont déplacés, ils devaient être, je sais pas, une petite centaine. Quand tu vois une petite centaine de gars qui se déplacent avec des codes vestimentaires qui rappellent clairement le COP de Boulogne, qui passe devant les forces de l'ordre, qui passe devant les renseignements généraux, que l'on sait évidemment très présents de surcroît ce jour de match, et que personne n'a la présence d'esprit d'alerter, par exemple de l'autre côté, de mettre un barrage de sécurité, de CRS, etc., à un moment donné, on a quand même le droit de se poser la question de la responsabilité des pouvoirs publics. Voilà. Et je trouve que cette question-là, évidemment, a été complètement balayée, qu'on a juste stigmatisé, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, les comportements, en effet, parfois condamnables, de certains supporters, et d'autant plus condamnable parce que ce jour-là, il y a eu un mort. Il y a un mec qui s'est fait lyncher devant le Virage Auteuil, donc faut pas l'oublier. Et il y a des coupables, mais qui n'ont pas été arrêtés. Enfin,
Certains ont été mis en garde à vue mais relâchés, et je crois que l'enquête de mémoire n'a pas abouti sur la culpabilité avérée d'une ou plusieurs personnes. D'ailleurs, plutôt plusieurs personnes, c'est quand même quelqu'un qui a été battu à mort sur le sol même, devant la tribune. Il y a eu un procès avec, je crois, un supporter Oui, condamné, l'autre relaxé, et aucune preuve. Aucune preuve accablante, etc. Et tout ça, alors qu'il y avait des RG qui étaient... Enfin, on ne connaît pas tous les RG par définition, mais on en connaissait certains qui étaient présents, les CRS qui étaient présents, etc. etc. Et à un moment donné, ils servent à quoi? Dans ces cas, dans le cas présent, ils servent à quoi? On avait le sentiment presque que les pouvoirs publics avaient laissé faire d'une certaine manière, quoi qu'il advienne ce qui pourra, et que derrière, en vérité, ça a donné un formidable argument pour apurer, entre guillemets, les tribunes, nous virer, en clair. Ça a d'autant plus, d'un point de vue purement économique, valorisé le club quand il a fallu le revendre, parce que quand Colony Partners a revendu ensuite à QSI, ils ont dit regardez, nous on s'est débarrassé du problème, on a viré les supporters dits turbulents, les sauvages comme dirait l'autre, et maintenant vous héritez d'un club qui est aseptisé, avec des tribunes bien rigolotes, où les gens vont venir acheter leurs matchs, leurs burgers, leurs produits marketing, etc. Et tout va bien se passer, mais vous n'avez plus de gars qui vont venir vous casser les cacahuètes parce que tout d'un coup ils ne sont pas contents des résultats, qu'ils ne sont pas contents de la présidence du club, ils ne sont pas contents de la manière dont est pensé le football aujourd'hui. Donc pour moi il y a eu plusieurs strates de culpabilité en fait. La culpabilité évidemment de ceux qui ont tué Yann Laurence et de ceux également qui ont perpétré à longueur d'année des insultes racistes, des ratonnades, etc., etc., qu'il ne faut pas oublier. On ne va pas non plus se voiler la face. J'essaie d'être aussi objectif que possible. Mais aussi, à un moment donné, interroger, je crois, la question des pouvoirs publics, encore une fois. Tu vois, de se dire, à un moment donné, pourquoi tout cela a-t-il pu continuer? Comment cela a-t-il pu continuer? Parce qu'à un moment donné, ceux qui foutaient la merde, pour ne pas dire autrement les choses, on les connaissait. Toi et moi, on les connaissait. Tu vois, on voyait bien en déplacement qui avait des comportements qui faisaient les saluts nazis, qui faisaient les insultes racistes, quels étaient les cassos, sans rapporter à l'association de supporters de l'époque, pardon, mais en tout cas qui pouvaient être problématiques en fait. Donc et on avait l'impression qu'il y avait une sorte de laisser-faire à cet endroit-là, alors qu'on nous disait dans une mouvance hyper sécuritaire et tout. Voilà, donc moi je trouve que ça m'interroge beaucoup en fait, tout ça. Et évidemment, derrière, Robin Leproux qui, lui, s'est engouffré dans la brèche et avec l'assentiment de la préfecture de police et du ministère de l'Intérieur, évidemment, a décidé de nous stigmatiser, de dire on va pas faire, en fait il y a peut-être 200 fouteurs de merde tout confondu entre les deux tribunes, mais en fait on va virer les 12 000 et en plus derrière on va pas pouvoir se réabonner. Et tu te rappelles, toi et moi, je me rappelle alors justement, comment tu as vécu ce dernier match PSG Montpellier au Parc des Princes, si c'est de ça dont tu voulais parler? Ouais, PSG Montpellier, bon, la saison était pourrie, donc il n'y avait pas vraiment d'enjeu, c'était le dernier match de la saison, enfin le dernier match à domicile. Et puis moi je me souviens, les Authentiques, en tout cas c'était parti de la tribune, c'était parti d'à côté d'Auteuil, où ils avaient balancé, à un moment donné, je me rappelle de ça, ils avaient scandé ça va péter, ça va péter, ça va péter. Et puis à un moment donné, tout d'un coup, le stade a été inondé de fumigènes qui ont été balancés depuis Auteuil et G sur le terrain. Donc ce qui a causé l'interruption temporaire du match, un quart d'heure, 20 minutes. Le match, je crois, avait été perdu 3-1. C'était un PSG Montpellier, je crois qu'on avait perdu 3-1. Et après, on avait décidé de ne pas sortir. Et puis après, en fait, les policiers, les forces de sécurité du stade et tout nous avaient contraints de plus en plus. Et je crois qu'on a dû sortir à 3h du mat. Donc on a dû rester 5 heures dans le stade. Et Boulogne aussi était resté, évidemment. Et petit à petit, on nous voyait sortir, évidemment forcés par les forces de l'ordre. Et je me rappelle, c'est un mec en sortant devant le parvis d'Auteuil, parce que c'était en 2010, il n'y avait pas de métro évidemment, il y avait peut-être même, bref, fallait que je rentre chez moi, et c'est un gars qui m'a ramené chez moi, que je connaissais pas, que j'ai jamais revu ensuite. Tu t'es dit en sortant à ce moment-là, à 3h du mat, ça serait ton dernier match au Virage Auteuil? Oui. Ça avait l'air écrit écrit d'avance en fait. Ça avait été annoncé par avance, c'est bien pour ça qu'on est resté jusqu'à 3h du mat. Mais je savais c'était la fin d'une ère en fait. Tu le ressentais? Ah oui, c'était écrit, et puis tu sais, il suffit juste, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, d'analyser un petit peu comment se comportent ceux qui dirigent les clubs pour comprendre un peu dans quelle direction ils veulent aller.
Et en l'occurrence, on sentait bien qu'aujourd'hui, on était devenu à l'époque problématique et qu'il fallait nous virer. Quand bien même, je n'avais rien à me reprocher du point de vue judiciaire. Voilà, casier vierge, etc. Et pourtant, je ne sais même pas comment c'est possible légalement de pouvoir empêcher quelqu'un, en fait, de virer quelqu'un de cette manière-là, le stigmatiser, parce qu'à un moment donné, en fait, on s'est senti tous stigmatisés, alors qu'on est innocent. Enfin, on est innocent, on n'a pas été condamné par la justice, mais on a quand même été condamné d'une certaine manière sur l'autel des médias. Sur l'autel même, c'était compliqué pour moi d'en parler à des gens qui de toute façon me disaient mais vous foutez toujours le bordel, pourquoi vous continuez, puis t'as autre chose à foutre, à l'époque j'avais 28 ans, t'as autre chose à foutre à 28 ans, etc. Donc ouais, mais ça se raisonne pas tout à fait comme ça. Évidemment, quand la vie change, que t'as une famille et tout, tu penses différemment, voilà, les déplacements, les matchs et tout ça, ton rapport au football il change. Enfin, quoique. Mais en tout cas, ton rapport à ta présence au stade, elle change. Et ta manière d'être présent au stade, elle change. Mais bon, voilà. En tout cas, et alors, justement, quand Robin Leproux, par exemple, dit sans son plan, c'est le Paris Saint-Germain qui était condamné et qui serait mort, qu'est-ce que tu lui réponds ? ça, c'est juste de la com. Il y avait d'autres solutions. Bah, bien sûr. Déjà, il y avait une solution. Moi, je pense que, à sa décharge, entre guillemets, je pense que les pouvoirs publics ont été aussi particulièrement lâches, et qu'ils auraient pu solutionner le problème depuis plusieurs années, et qu'ils se sont évertués à ne pas le faire. Donc, à un moment donné, j'avoue, je ne comprenais pas à l'époque pourquoi, tout d'un coup, on laissait le club être responsable des agissements de certaines personnes en interne, quand on sait que ces personnes peuvent être dangereuses déjà en dehors du stade. Donc, à un moment donné, bien sûr qu'il y a les interdictions de stade, etc., qui pour certaines sont justifiées, mais à un moment donné, on ne peut pas non plus mettre tout sur le dos du club. D'ailleurs, les deux supporters parisiens, Julien Kemener et Yann Laurens, qui sont décédés, ne sont pas décédés dans le stade, mais à l'extérieur. Absolument. Si tu devais me citer, dans l'histoire du Paris Saint-Germain, alors on vient de citer Robin Leproux, je ne suis pas sûr que ce soit celui-ci que tu retiennes, si tu dois me citer un président du Paris Saint-Germain qui t'a marqué le plus. Robin Leproux, d'une certaine manière, il m'a marqué. Certes. Alors un autre. Mais de manière plus positive. Alors, il y a... J'étais trop petit pour connaître Borelli, mais Denisot est quelqu'un qui a marqué le club. Il a contribué, qu'on le veuille ou non, à faire en sorte que le club puisse faire 5 demi-finales de Coupe d'Europe successives. Et je me souviens à l'époque, c'était pas la première fois, peut-être que l'Ajax l'avait fait au préalable. Je crois que c'était un record à l'époque. Ouais, je crois que c'était un record. Il me semble bien. Depuis, il a été, je pense que le Real, etc. l'ont. Certainement depuis, mais en tout cas à l'époque. Mais à l'époque, il me semble que je me rappelais d'un record. Et après, peut-être parce que Denisot, c'est aussi, il est aussi synonyme d'un football qui m'a. C'est un peu la nostalgie du football de l'époque aussi. Denisot, il en a peut-être aussi un peu une illustration. Après, bon, il y a eu Alain Kézac, on sentait très investi aussi dans le club, très supporter même, presque plus que président. Mais sa présidence n'a pas été marquée par des victoires remarquables, des trophées, etc. Donc voilà, en fait, non, mais les présidents de club, j'avoue que j'y ai jamais porté une attention toute particulière. C'est pas vraiment les personnes qui m'intéressent le plus. Alors un entraîneur. Un entraîneur. Il y en a beaucoup, hein. Eh ben un seul. Un seul. Oh là là. Écoute, il y en aurait un qui m'aurait sans doute beaucoup marqué si on lui avait donné la chance de rester, c'était Ancelotti. Mais il est arrivé à un moment de l'histoire du club, notamment sous la présidence de QSI, Nasser El-Khelaifi, où sans doute on avait moins le temps encore d'attendre qu'aujourd'hui. Donc il est parti et je pense que c'était une immense erreur. Non, après... je sais pas, après Arthur Georges ou Luis Fernandez, tu vois, c'est des... Arthur Georges, parce que mine de rien, c'était quand même l'entraîneur qui avait gagné la Ligue des Champions avec Porto. C'était quand même un des meilleurs entraîneurs d'Europe à l'époque. Son style de jeu n'était pas flamboyant, mais efficace. Et il avait remporté le championnat, et c'est pas pour rien, 94. Mais c'est quand même un joueur, après, voilà, un entraîneur qui a marqué pour ses résultats,
aussi parce qu'on se souvient tous de sa moustache. Enfin, même, c'était un peu Dupont avec Denis Troche à l'époque, parce que c'était un peu le gang des moustaches sur le banc du PSG. Donc voilà, peut-être Arthur Georges qui est décédé il y a peu d'ailleurs, il y a 2 ans, peut-être quelque chose comme ça. Donc, mais après, voilà. Mais tu en as déjà cité 3. Ouais, j'avoue. Je pourrais en citer d'autres encore, mais. Et j'aime pas tout. Enfin, toi, autant j'ai bien aimé Arthur Georges, et pas seulement pour sa moustache, autant Guy Lacombe qui avait aussi la moustache m'a marqué, quoi. Alors, encore plus difficile si tu dois me citer un joueur du Paris Saint-Germain. Ah. Il y a un joueur pour lequel j'ai toujours eu beaucoup d'affection, c'est Mamadou Sakho. Parce que c'était pas le plus talentueux balle au pied, même s'il était tout sauf mauvais, hein, bien sûr. Mais parce que j'aimais bien l'homme aussi, de ce que j'en percevais tout du moins, toi, à travers les médias, à travers ses entretiens et tout ça. Bon, il a grandi pas loin de chez moi. C'est ce que j'allais dire. J'avoue. Porte de Vincennes, puis après, je crois aussi un peu Porte de Montreuil. Qu'il n'a pas eu un parcours de vie forcément très simple. En tout cas, qui lui a facilité la tâche. Mais qu'il a montré une force de caractère, une force de vie incroyable. Qui force l'admiration. Et qu'il avait aussi un profond attachement pour le club. On se souvient quand il a été capitaine du PSG contre Valenciennes avec Paul Le Guen à 17 ans. Et puis après, comment il a marqué le club. Il était un exemple aussi après pour une génération. Il est parti, je pense, il aurait pu rester. Ça aurait pu être presque notre Gallagher à nous, notre Carvajal à nous. Enfin, un joueur qui n'est pas forcément le plus talentueux, mais qui à un moment donné, s'il faut secouer dans le vestiaire, il le fait. S'il doit rappeler à un moment donné ce qu'est le club, il le fait, etc. Et c'est important, je pense, dans un vestiaire, dans un club. Il était peut-être pas assez technique finalement pour les ambitions qataries. Ouais, même si je me souviens, il n'avait pas forcément non plus une technique de chèvre, hein, et puis il avait plutôt une relance correcte, un jeu de tête très correct, ce qui a pu parfois nous manquer par la suite, une force de caractère aussi. Et parfois, moi, tu vois, moi je m'en rappelle, toi, on se rappelle beaucoup du Barça de Guardiola, et à juste titre, c'est une des équipes les plus flamboyantes qui marquera l'histoire du foot assurément. Mais Carles Puyol, c'était pas non plus le plus technique, c'était pas le plus charismatique peut-être même, mais il a insufflé un truc. Et c'est pour ça que je te parlais de Carvajal au Real Madrid aujourd'hui. Ce sont des joueurs qui insufflent quelque chose, qui donnent une identité au club, et c'est vachement important. Un peu Presnel Kimpembe aujourd'hui. Ouais, alors oui, sur un autre registre. J'espère que voilà, on verra comment il va revenir, s'il va revenir, parce que ça va bientôt faire 2 ans qu'il est éloigné des terrains, c'est quand même énorme dans la carrière d'un footballeur. Donc dans quelles conditions il peut revenir? Parce qu'il s'est blessé en février 2023 de mémoire, je crois, contre Marseille au Vélodrome. Donc voilà, mais moi je n'attends que ça, hein. J'attends que des joueurs Zaire Emery, enfin des joueurs et je demande pas forcément, en fait, je demande pas non plus, pour être très clair, à ce que les joueurs soient nés à Paris, soient français, ou tu vois, bref, non, je demande pas forcément ça, je demande à ce que il y ait des joueurs qui insufflent cette identité. Marquinhos ça peut être le cas, faut le reconnaître. Ça pouvait être le cas aussi sur un autre aspect avec Verratti, tu vois, il y a quelques temps, peu de temps encore. Parce que c'est des joueurs qui disaient tout aussi leur attachement au club. Et c'est vachement important, ça. Et je pense pas qu'ils font semblant quand ils le disent. Tu vois, ils sont eux-mêmes sans doute quelque part supporters du club. Tu vois, et tu sens que c'est un club aussi qui les marque parce que ils y sont arrivés très jeunes, à 18 ans en l'occurrence, pour 18 et 19 ans pour Verratti, Marquinhos, que leurs enfants y sont nés, qui sont sans doute même maintenant, leurs enfants aussi la double nationalité française, etc. Enfin, tu vois, et ils parlent français. Enfin, c'est des choses auxquelles je suis vigilant. Mais encore une fois, je demande pas à ce que le joueur parle un français impeccable, ou soit né français, ou ait une nationalité française, ou évidemment soit blanc. C'est pas du tout ça que je te dis. C'est juste la manière dont il raconte le club, dont il s'accapare, dont il s'implique dans le club. Donc Mamad, Exactement. Très bon choix. Tu as gagné un abonnement au Parc des Princes grâce à PSG Steaua Bucarest. Ouais. Si tu devais me citer un autre match que celui-ci qui t'a particulièrement marqué dans l'histoire du PSG. Bah, tu vois, c'est mon histoire du PSG, c'est pas forcément l'histoire du PSG, mais je pense que mon premier match. En fait, mon premier match au Parc des Princes que je racontais tout à l'heure. PSG Bordeaux. PSG Bordeaux, 25 novembre de 1995, je crois de mémoire, 3-0. Doublé de Loco, but de Rai. Et avec 2 belles équipes. PSG qui est premier à l'époque,
bon, qui s'effondrera après. Et puis Bordeaux qui était 6e, je crois, qui s'effondrera aussi d'ailleurs parce qu'ils ont fini la saison dans le ventre mou du championnat. Mais 2 clubs qui, cette année-là, ont quand même fini en finale de Coupe européenne. L'un vainqueur, le PSG, l'autre finaliste contre le Bayern. Après une superbe campagne en Coupe de l'UEFA, on se rappelle. Mais ouais, je crois que c'est mon premier match peut-être. Parce qu'après, je pourrais te citer plein d'autres matchs, tu vois, qu'on a tous à l'esprit, qu'on a vu à la télé, qu'on a vécu au stade ou dans un autre stade en Europe. Et celui-ci, c'est le tien. C'est... Ouais, parce que il m'a construit. Ouais. Il a construit ici. Ray et Loco t'ont mis sur la voie du Paris Saint-Germain. Exactement. Et n'oublions pas Deli Valdés, qui joue aussi ce soir-là, qui a moins marqué l'histoire du PSG que les deux autres. Avec sa dent en or. Avec sa dent en or, exactement. Panagol, ouais. Qui arrivait de Cagliari, qu'on nous avait vanté comme étant... il a mis quelques buts. Il a mis quelques buts, ouais, je me rappelle. Après, il s'est un peu éteint. Colomboigny, par exemple. Mais... Ouais, bon, après, après, il jouait aussi, Deli Valdés. Colomboigny joue pas. Mais ouais, je crois qu'il était venu, Deli Valdés, pour mémoire, en remplacement de Georges Weah, je crois. C'était une histoire comme ça, je crois, un truc comme ça. Mais en tout cas, nous avait vanté un très grand buteur qui arrivait de Serie A à l'époque de Cagliari. Et qui, en 95. 95, ouais. Tu nous as dit que tu avais fait plusieurs déplacements. Ouais. Si tu devais en citer un ou deux qui t'ont particulièrement marqué pour une raison ou une autre. Je t'en citerai 2. Un déplacement à Marseille au Vélodrome en 2002, je crois, de mémoire. On perd 1-0 sur un but de Van Buiten. Et ce jour-là, j'ai eu peur de mourir. Je peux pas dire autrement les choses parce qu'en fait... il y avait juste un grillage d'à peu près 5 mètres de haut entre les Marseillais et nous. On était 900 Parisiens à peu près. Et les Marseillais, la nuit précédente, avaient cassé les... Je sais pas si tu étais présent ce jour-là. Si, j'ai été présent, oui. Ils avaient cassé leur toilette et nous balançaient les blocs de marbre par-dessus le grillage. Et autant dire qu'il y a eu 90 supporters parisiens qui sont quand même partis à l'hosto. Sur 700 à peu près. Ouais, sur 700, donc c'est quand même, un pourcentage fort intéressant. Mais ils nous balançaient aussi des piles... des bouteilles remplies de pisse, des pièces de monnaie, avec des lames de rasoir scotchées dessus, etc. Donc c'était quand même assez dingue comme histoire. Et puis je me souviens, en fait, on est arrivé, moi j'avais eu des places par l'intermédiaire du PSG Club Avignon. Donc j'étais descendu avec 2 potes. J'avais simulé, si mes parents écoutent ce podcast, ils apprendront la nouvelle, mais j'avais prétexté en fait un anniversaire dans un pavillon en dehors de Paris d'un camarade d'université, donc je m'absentais tout le week-end. Et puis en fait non, avec 2 autres potes, on avait pris des billets via le PSG Club Avignon. Et donc on avait pris le train jusqu'à Avignon, et là il y avait un bus qui nous avait attendus, et après on devait rejoindre le cortège des bus qui eux venaient de Paris. Et je me rappelle, bon déjà sur les deux bus qui sont partis d'Avignon, il y en a un qui n'est jamais vraiment arrivé parce qu'il a crevé. Mais nous on était dans le bon. Et puis après, tu sais, ils nous ont fait descendre au niveau du parc des expositions qui jouxte le stade Vélodrome. Et déjà, je me rappelle, on rentre dans la ville et t'as tout le monde qui nous insultait dans la ville. Même les grands-mères, les grands-pères, tout le monde nous insultait. Et donc c'est assez dingue. Tu rentres vraiment dans un milieu très hostile où tu sens que les gens ont une haine à ton égard, quoi. C'est un truc de dingue. Quel que soit l'âge, quelle que soit la personne, quoi. Et après, on arrive dans le parc des expositions et donc il jouxte le stade Vélodrome. Il faut juste un peu se figurer le truc. T'as le parc qui est en fait vraiment, enfin le parc des expositions, vraiment cette grande halle dans laquelle on était parqué, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et il y a une grande porte qui coulisse et qui laissait en fait l'espace pour aller dans une sorte de grande allée. Il fallait juste qu'on traverse pour aller dans le stade en face. Et là, il y a les supporters qui commencent à vouloir forcer le passage, les CRS qui nous chargent. Et en fait, on tournait dans le parc, les CRS nous pourchassaient et on courait dans le parc, c'était dans le hall, c'était absolument dingue. Et à un moment donné, ils arrivent à quand même à faire ouvrir la porte qui mène donc dans cette grande allée avec derrière donc le stade Vélodrome. Et là, en fait, il y avait des Marseillais de chaque côté, des ultras, des supporters en tout cas, qui nous attendaient de part et d'autre, qui nous balançaient les bouteilles de pétanque, les bouteilles de pastis, tout ce qui était un peu emblématique de la ville, parce qu'ils avaient envie de nous blesser avec ça. Et en fait, c'était... je me rappelle, on court vraiment sous une pluie de projectiles, mais qui peuvent être très très dangereux. Et je rentre dans le stade, et je vois déjà un premier gars sortir avec la tronche en sang. Et t'arrives dans le stade est pas très bien rempli encore.
Et tu vois tout d'un coup la pluie de projectiles encore plus dangereux qui t'arrivent dessus. Et là, tu te dis, mais où est-ce que je suis, quoi? Et surtout, tu as les supporters parisiens, dès qu'ils rentrent, ils repèrent les RG dans la tribune et ils les chargent. Ce qui fait que les CRS continuent à nous charger dans la tribune. On ressort de la tribune, gazé, etc., etc. C'était vraiment assez chaotique, en fait. Cataclysmique. Toi, ça va, t'en es sorti indemne. Ah, moi, j'ai pas eu de problème. J'ai pas été blessé ce jour-là. Mais non, ça a été absolument incroyable. Et donc, après, on perd 1-0. Je revenais presque à me dire, putain, si on gagne ce match, alors là, c'est sûr qu'on ne sort pas. Et quand on repart en bus, à un moment donné, il y a le bus qui s'arrête à un feu rouge. Et là, il y a une boule de pétanque qui arrive sur le pare-brise qui fait exploser la première vitre, parce qu'en fait, c'est un double vitrage. Et là, tout d'un coup, au fur et à mesure qu'on roulait, le conducteur était paniqué. Et là, au fur et à mesure qu'on roule, tu vois les petits morceaux de vitre qui partent parce qu'avec la vitesse et tout. Et puis sur un autre feu rouge, après, tu avais je crois que c'est plus quel bus de supporters. En fait, ils avaient cassé leur vitre à l'arrière pour balancer des choses dans la rue. C'était absolument incroyable. Et ils avaient balancé un truc, un pétard, je crois, sur des CRS, qui, pour se venger, nous ont stoppé, nous, et ont chargé dans le bus. C'est-à-dire qu'on s'est fait charger dans le bus. Mon pote à côté s'est pris un coup de matraque sur la tête. À un moment donné, tu te fais charger dans le bus, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas fuir. Il n'y avait pas une porte au fond, quoi, aux caisses. Tu t'attends, et puis tu subis, tu essaies d'esquiver, quoi. Moi, j'ai pas pris de coup. Mon pote à côté, par contre, s'est pris un coup de matraque sur la tronche. Et après, je me rappelle, il y avait un brigadier, en tout cas, je sais pas comment on appelle ça dans les CRS, qui avait rappelé ses hommes, en disant, allez, on sort, on dégage. Mais ça pouvait vraiment être un carnage. Le CRS avait cassé quand même la vitre à côté du conducteur, à côté du conducteur, du chauffeur, pour lui intimer l'ordre d'arrêter, quoi. C'était absolument incroyable. Donc voilà, donc ça c'était. Et après, si je dois citer un deuxième déplacement, c'est un déplacement à Athènes. Contre l'AEK à Athènes, je sais plus en quelle année c'était, 2006 je crois. 2006. Je dirais 2007. Février 2007, ouais, peut-être même 14 février. 14 février 2007, parce qu'il y avait même eu 2-3 gars qui avaient eu la bonne idée d'amener leur nana pour faire la Saint-Valentin à Athènes. Et puis il y avait aussi des supporters marseillais qui avaient mis une petite banderole en face. Exactement, t'avais ce que l'AEK Athènes, enfin les supporters, la Guette 21, je crois, c'est ça le groupe des ultras de l'AEK Athènes qui est jumelé avec c'est qui déjà je me rappelle plus quel. C'est le commando. Ouais, c'est ça. Je crois. Ouais, c'est ça, le commando ultra, ouais. Et donc ils avaient une bâche une bâche des commandos ultra, et ils avaient des CU, ouais. Et et donc potentiellement on disait qu'il y avait des Marseillais aussi qui avaient fait le déplacement. Et je crois qu'il y avait juste quelques échauffourées en centre-ville, mais nous on n'avait pas assisté à ça. Je me souviens juste que l'arrivée dans le stade avait été un peu incroyable, parce qu'en Coupe d'Europe, en fait, contrairement au match en Ligue 1, t'es pas accompagné par les policiers. En fait, tu y vas un peu par tes propres moyens au stade. Donc voilà, j'ai pas trop une gueule de grec, enfin pour le point de vue classique. Donc on est dans le métro, tu évites de parler français, et puis après, une fois que tu te diriges vers le stade, qui était le stade olympique, en fait, à un moment donné, tu bifurques à gauche et tu cours jusqu'à la tribune, parce qu'à un moment donné, tu suis les Grecs, et puis tout d'un coup, tu bifurques à gauche et tu cours jusqu'à la tribune. Je me rappelle qu'il y avait des Parisiens qui avaient voulu venir en taxi, et je crois que les chauffeurs de taxi c'était bien foutu d'eux, parce qu'ils avaient fait 2 fois le tour d'Athènes, ils avaient payé je sais pas quelle somme pour arriver au stade, et bref, c'était une somme absolument démesurée, mais j'avais juste payé un ticket de métro, et on avait gagné 2-0 avec un but de Sami Traoré et un but de Bernard Mendy, incroyable, et dans un stade qui était, il faut bien l'avouer, quand même à moitié vide, et on avait juste grosso modo comme tout un virage pour nous, alors qu'on devait être à peu près 300 ou 400. Un grand stade. Un grand stade, c'est vrai. Mais un stade, oui, à peu près équivalent du Stade de France, en fait, quand on regarde la jauge. Je ne me rappelle pas de la jauge exactement du Stade olympique d'Athènes, mais voilà. Et puis après, surtout, on avait poursuivi un peu le séjour, n'est-ce pas? Et ça avait été l'occasion d'autres grands souvenirs, notamment de basket cette fois-ci. On avait vu notamment Panathinaikos Olympiakos en basket indoor, une ambiance incroyable avec la Guette 13 du Panathinaikos, on avait rencontré certains supporters ultra, ou en tout cas le chef de la Guette 13, l'un des chefs en tout cas, John, c'était son blaze, et qui nous avait fait faire un peu le tour de la ville à sa façon, et qui nous avait introduit gracieusement pour voir Panathinaikos Olympiakos. Ça avait été un immense souvenir. Voilà, mais apprenant, je pourrais te citer après d'autres exemples. Monaco PSG en Coupe de la Ligue en 2008, on était 50, et je me rappelle, on est passé à la télé au moment où il y avait un 0 but de Pancrate, je crois. Et on avait été au Cap d'Aille à côté, là, sur la plage. Après, on était genre 50 dans le stade. C'était un mercredi à 17h. Le stade de dire était vide. D'ailleurs, je crois que les ultra monégasques avaient mis une bâche en disant les matchs à 17h, nous on est au boulot, grosso modo.
Et après, on avait enchaîné Saint-Étienne-PSG, on avait perdu 1-0, et après avec Monaco-PSG, on gagne 1-0 cette fois-ci, avec Flavio Roma, je me rappelle. Et le but est juste devant nous. Et je me souviens, il y avait tellement personne dans le stade qu'on pouvait parler aux joueurs, et c'est nous qui leur disions attention dans ton dos, attention. Et je me rappelle, ils se retournaient, et surtout on avait étendu nos serviettes sur le grillage devant parce qu'on revenait vraiment de la plage, et on avait gagné 1-0, et après on avait fait la route dans la foulée Monaco-Paris, arrivé à 4h du matin. Donc enchaîner le week-end Saint-Étienne-PSG en championnat et le mercredi sans rentrer par Paris. Exactement. Et pareil, j'avais dit à l'époque avec les gens que je bossais, que j'étais en déplacement, je sais plus quoi, professionnel, que j'étais pas jeune pendant 48 heures. Et je me rappelle d'un coup de fil à la mi-temps de Monaco-PSG, pour un coup de fil important. Et je décroche parce que je dois prendre ce coup de fil. Et la personne me dit, vous êtes où là? C'est quoi cette ambiance autour de... Oh, c'est rien, je suis dans la rue. Ah oui, mais ça chante là. Ouais, mais bon, voilà. Bon, bref, c'était... C'était en télétravail sur la plage. J'ai anticipé la mode du télétravail. Très bien. Si tu avais un mot de la fin à adresser à quelqu'un, ce serait quoi? Et à qui? Oh. Bah écoute, j'ai pas de morale à donner ou tu vois, même de conseils à donner. Simplement, je pense qu'il faut garder à l'esprit que le football c'est un jeu, et il faut arriver toujours à le concevoir ainsi, et à promouvoir aussi le football comme étant un formidable espace de sociabilité, de mixité à tous les niveaux. Et voilà. Mais l'instrumentalisation du foot à des fins politiques, ça je n'en peux plus. Donc ce que j'espère évidemment, c'est que l'évolution du football à un moment donné ne nous amène pas à nous distancier du foot par nostalgie justement de ce que pouvait être le football auparavant, qui n'était absolument pas parfait, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais son rapport au jeu, et même le rapport que les joueurs et les clubs peuvent avoir avec nous, qu'on ne soit pas toujours perçus comme des clients, comme des consommateurs. Je me suis jamais perçu de quelque manière que ce soit, quel que soit le sujet, comme un consommateur, que ce soit dans le football ou pour autre chose. Et c'est pour ça que tu vois, ces histoires je te racontais tout à l'heure de blasons modifiés, on te dit ah tiens, ce serait bien que tu achètes tel ou tel maillot. Non. J'ai déjà d'avoir beaucoup de maillots du PSG dans ma garde-robe. Et puis c'est pas comme ça que je considère moi mon engagement en fait vis-à-vis de ce club. Après voilà, il faut essayer de garder autant que possible garder raison, tu vois, par rapport à ce que peut être le football. Mais c'est pas toujours simple parce que c'est une passion. Pour moi, c'est une passion. Tu vois, quand je te raconte qu'à 42 ans, j'ai toujours du mal à m'endormir quand ça se passe pas bien. Mais j'ai aussi du mal à m'endormir quand ça se passe bien. Tu vois, quand on a gagné un gros match et tout, après, je repense le match, je le vois, je le revois. Enfin, tu vois, ça m'enthousiasme. Et je suis pas fatigué le lendemain, évidemment. Tu vois, ça me donne de l'énergie, même. Mais voilà. Il faut éviter, en fait, que le football devienne un exutoire, quand même. Mais bon, voilà, je pense que c'est comme toute chose, tu sais, je pense que si les gens qui se disent supporters et qui le sont réellement décident à un moment donné d'exprimer un mécontentement, ou même, sans parler de mécontentement, une opinion, alors on peut, à un moment donné, influencer les choses. Toi, j'en veux pour preuve cette fameuse Super Ligue européenne. Le mouvement, il est venu d'où? Pourquoi est-ce qu'en 48 heures, t'as plein de clubs qui ont décidé de rebrousser chemin et d'y renoncer? Parce que t'as des supporters qui se sont mobilisés de manière très virulente, enfin, sans être violents à proprement parler, mais qui ont montré de manière ferme, définitive, qu'ils désapprouvaient complètement cette manière de faire. Et en Angleterre. Comme quoi, malgré, tu vois, le pouvoir de l'argent qui est encore plus fort en Angleterre qu'il ne peut l'être en France, et tout d'un coup, si on se rassemble, et que les supporters se rassemblent donc pour pouvoir exprimer quelque chose vis-à-vis de la localisation du stade, vis-à-vis de tel ou tel sujet d'un club, alors je pense qu'on peut faire avancer. C'est la démocratie, en fait. Et il faut que le football garde, d'une certaine manière, une veine démocratique. Et alors, peut-être qu'en Angleterre, c'est possible plus qu'en France, parce qu'en Angleterre, le football a été créé en Angleterre, et qu'il y a peut-être une culture que nous n'avons pas. Mais quand bien même, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une culture foot en France.
Mais elle est forcément différente de la culture foot en Angleterre, comme de la culture foot en Allemagne, en Espagne, en Italie, dans tout autre pays. Mais voilà, c'est ça que c'est garder à l'esprit que, certes, on a un rapport individuel au football, que tout à chacun peut avoir de manière individuelle, mais essayons de garder aussi quelque chose de collectif. C'était un beau et long mot de la fin, mais c'était très bien. Merci Antoine Blesson. Merci à toi. Vous venez d'écouter « Je suis supporter du Paris Saint-Germain », le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la rencontre d'un nouveau supporter.